Merci de votre fidélité au Journal de l'Afrique sur France 24. Très heureux de vous retrouver. Réaction mitigée en Guinée au lendemain de la dissolution du gouvernement, alors qu'une crise sociale secoue le pays depuis 3 mois. Après Washington, Paris condamne les offensives du M23 soutenues par le Rwanda dans l'est de la RDC. Les combats se sont intensifiés ces dernières semaines, notamment près de Goma. La situation humanitaire est préoccupante. Nous serons sur place. Et puis nous partirons sur les traces d'Aboubakari II, ce roi d'Afrique qui aurait découvert l'Amérique 2 siècles avant Christophe Colomb. Une gloire africaine que raconte Thierry Bugaud dans son film. Toujours pas de date de remaniement annoncée en Guinée au lendemain de la dissolution du gouvernement. La décision a été prise dans un contexte de mécontentement latent, pénurie de carburant, panne de courant, inflation. Elie Manda et Malik Diakité ont pris le pouls dans les rues de Conakry. C'est le titre le plus commenté du jour. La dissolution du gouvernement annoncée la veille par les militaires au pouvoir. Dans ce café de Conakry, Mohamed, un fonctionnaire, se dit satisfait de la décision. Beaucoup de ministres ne font pas ce que les populations guinéennes veulent. Mais chaque fois encore, c'était faux promesses. Mais tout ça là, on a compris que ce n'est pas Mamadi Doumbouya, c'est le ministre. C'est à cause de ça qu'on les félicite ce qu'elle a fait hier. Restriction d'Internet depuis bientôt 3 mois. Censure de certains médias, cherté de la vie, des centrales syndicales qui menacent de déclencher une grève générale. Ces derniers mois, la tension sociale est vive dans le pays. Cet acteur politique approuve une décision forte, susceptible selon lui de décrisper la situation. Non seulement cette décision soulage le peuple, mais je pense aussi que ça lui redonne aussi de l'espoir. Parce qu'à un moment donné, il faut ce genre de décision et pour que réellement le gouvernement puisse revoir sa copie et essayer en quelque sorte de donner un nouveau souffle au gouvernement et au peuple de Guinée. Voilà. Pour ce militant de la société civile, le gouvernement ne peut être le seul bouc émissaire. Eu égard au raté de ces 2 années, eu égard à la situation alarmante que vivent les Guinéens aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut au jour d'aujourd'hui faire? En d'autres termes, le contenu réel de la transition pour un retour diligent à l'ordre constitutionnel et sur la base de savoir maintenant qui peut être à quel niveau de responsabilité pour aider à aller vite vers la sortie de cette situation anormale. Aucune date n'a été fixée pour l'heure pour l'annonce du nouveau gouvernement. Une Guinée sans gouvernement et sans Internet. Près de 3 mois que le pays vit au rythme des coupures quotidiennes. Les autorités invoquent des raisons sécuritaires. Acteurs de la société civile et jeunes entrepreneurs se sont rassemblés mardi devant l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Ils exigent la levée de ces restrictions. Nous réclamons la levée des restrictions de l'Internet et la liberté des médias. Nos droits sont vraiment bafoués parce que quand la population n'est pas informée, donc c'est pas facile. Aujourd'hui, vous voyez que dans ces pays, aujourd'hui, tout est muselé, la presse est muselée, la liberté d'expression, l'Internet aussi est restreint. Donc, à travers les réseaux sociaux, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font des gains. Et depuis la restriction de l'Internet en Guinée, les entreprises là sont asphyxiées. On continue de suivre la situation dans le Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des affrontements ont encore été signalés près de Goma, notamment entre Saké et Minova, entre forces armées congolaises et rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. De quoi pousser sur les routes des milliers de civils, de quoi aggraver une situation humanitaire déjà précaire. L'ONU appelle à mobiliser 2,6 milliards de dollars pour fournir une aide d'urgence à près de 9 millions de personnes. Sur place, Aurélie Bazaraki-Bangoula. Après les Nations Unies, la France appelle à son tour, je cite, le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais. Alors ces déclarations sont faites après plusieurs manifestations dénonçant un soutien complice de plusieurs pays comme la France et les États-Unis. Des déclarations faites aussi plus d'une semaine après d'intenses combats dans le territoire de Massissi. Alors sur le terrain, des affrontements sont encore signalés sur l'axe Saké-Minova. Toutes les routes d'accès pour se rendre dans le Massissi et le Rutshuru restent sous le contrôle de la rébellion. Une situation qui devient difficilement tenable pour les humanitaires sur place. Depuis 2 semaines, nous n'avons pas pu passer par Saké et pour alimenter en fioul, en médicaments, l'hôpital de Massissi par exemple, pour l'instant, nous ne pouvons que passer par Saké. Donc nous sommes obligés en plus d'augmenter les capacités de réaction aux besoins humanitaires ici à Goma,
ou dans la périphérie de Goma. En plus, nous sommes obligés de revoir complètement notre mode de support logistique aux programmes existants dans des zones isolées du Nord et du Sud Kivu, où les besoins sont sensiblement les mêmes. Donc il y a aussi des déplacés, même des récents déplacés, dans ces zones-là, avec encore moins d'acteurs humanitaires, somme toute, qu'à Goma et autour de Goma. Nous sommes allés sur la route de Saké où des milliers de civils s'entassent sous des abris de fortune dans des conditions inhumaines. Dans leur fuite, certaines mamans qui ont trouvé refuge dans une église la semaine dernière nous disaient avoir perdu certains de leurs enfants. Les besoins sont énormes. Il y a plus de 2 millions de déplacés dans le Nord Kivu. La situation est alarmante pour les Nations Unies qui appellent à mobiliser 2,6 milliards de dollars pour répondre à cette urgence humanitaire. À noter toujours en RDC que Sama Lukonde a quitté ses fonctions de Premier ministre au profit de son mandat de député, validé il y a 8 jours. 3 ans qu'il dirigeait le gouvernement. Sa démission entraîne de fait celle de toute son équipe. Ils sont donc 19 candidats à avoir été retenus par le Conseil constitutionnel au Sénégal pour briguer la présidence. La liste officielle a été confirmée ce mardi après le retrait de Rose Wardini. C'est ce mardi aussi que la ministre de la Justice, Aïssata Tall Sall, faisait face à la presse. Une prise de parole très attendue. Première fois qu'un membre du gouvernement s'exprimait depuis que le Conseil constitutionnel a invalidé le report de la présidentielle. Sarah Sako sur place. Depuis jeudi, près de 350 prisonniers ont été remis en liberté provisoire. Selon Aïssata Tall Sall, 250 autres devraient sortir de prison à Dakar dans les prochains jours, a-t-elle précisé. Mais attention, il ne s'agit en aucun cas de remise en liberté à la tête du client, a-t-elle répété, mais de cas par cas, de dossiers étudiés à chaque fois par les procureurs. Qu'en est-il des cas Bassirou Diomaye Faye, le candidat du parti dissous d'Ousmane Sonko, et d'Ousmane Sonko, dont les remises en liberté sont demandées par l'opposition? Même réponse, a dit la ministre, il s'agit d'étudier les dossiers au cas par cas. La garde des Sceaux a également été interpellée sur le calendrier électoral qui fait l'objet de tous les débats ici au Sénégal. Rappelons que 15 des 19 candidats exigent que la tenue du scrutin et la passation de service entre le président et son successeur ait lieu avant le 2 avril, date de la fin du mandat présidentiel. Écoutez sa réponse. Ce à quoi nous sommes astreints, c'est d'organiser l'élection dans les meilleurs délais. C'est quand les meilleurs délais? On en a discuté tout à l'heure. Je peux y revenir, mais je pense que je l'ai suffisamment dit. C'est lorsque les acteurs du dialogue se mettront ensemble et diront qu'est-ce qu'ils pensent des meilleurs délais. Et sur la question de savoir où en étaient les enquêtes sur les morts pendant les manifestations, 3 jeunes ont récemment perdu la vie dans des heurts entre forces de l'ordre et manifestants. Aïssata Tall Sall a répondu que les enquêtes suivaient leur cours. Les Sud-Africains voteront le 29 mai. La date a été annoncée mardi par la présidence. Élections provinciales et législatives, alors que l'ANC au pouvoir pourrait perdre sa majorité au Parlement. Cette nouvelle arrestation au sein de la société civile burkinabé, le militant Rasmane Zinaba a été interpellé mardi chez lui à Ouagadougou. C'est lui qui est chargé de mobiliser les partisans au sein du mouvement Le Balai Citoyen. Les avocats du collectif demandent sa libération immédiate. Comme pour d'autres dissidents, un ordre de réquisition forcée a été mis en novembre à son encontre, ce qui l'aurait contraint de prendre les armes. En décembre, la réquisition a été suspendue par le tribunal. En Tunisie, Rached Ghannouchi a entamé une grève de la faim. Le chef du parti islamiste Ennahda est en prison depuis avril 2023. En refusant de se nourrir, il entend ainsi soutenir les autres figures de l'opposition derrière les barreaux. À Tunis, les précisions de Livia Blesse pour France 24. Selon le communiqué du parti islamiste Ennahda, c'est une grève de la faim qui vient en solidarité avec celle de 5 autres détenus, des figures politiques qui sont en grève de la faim depuis plus d'une semaine. À 82 ans, Rached Ghannouchi, leader du parti islamiste Ennahda, s'est joint à cette grève, notamment pour contester son emprisonnement depuis avril dernier dans le cadre d'une affaire d'apologie du terrorisme, mais aussi en février dernier, il a été condamné à 3 ans de prison de plus dans le cadre d'une affaire de financement étranger illégal de son parti, ainsi qu'une amende de plus d'1 million d'euros. Alors pour les 5 autres détenus qui sont accusés de complot contre la sûreté de l'État, cette méthode de protestation, la grève de la faim, a déjà été utilisée l'année dernière par plusieurs d'entre eux pour protester contre leur situation, mais aussi pour réclamer un procès. Jusqu'à présent, ils n'en ont pas eu. Leurs avocats
avocats dénoncent des dossiers vides et un acharnement politique à leur encontre pour leur prise de position contre le président Kais Saied. Était-il roi? Était-il esclave? C'est la question à laquelle tente de répondre Thierry Bugaud dans son film African Glory. L'histoire d'Aboubakari II, un empereur malien parti à la conquête de l'Atlantique 200 ans avant Christophe Colomb. Le long métrage a été présenté au Festival panafricain de Los Angeles qui vient de refermer ses portes. Reportage signé Pierre Eclore. C'est une histoire enfouie depuis plus de 700 ans. Celle d'un empereur malien parti à la conquête de l'océan Atlantique avec une flotte de 2000 navires. En 1311, Aboubakari II aurait quitté les côtes sénégalaises avec une partie de l'élite de l'époque. Mais l'empereur ne reviendra pas et son histoire est frappée d'un interdit, un secret gardé pendant des siècles par la confrérie des chasseurs, une institution traditionnelle dont le réalisateur a dû gagner la confiance. C'est pour ça que ça s'appelle African Glory. Aboubakari II, en partant, a dit « Je ne reviendrai pas, mais mon nom reviendra ». Et voilà, c'est un petit peu la mission qu'on a aujourd'hui, c'est de faire revenir ce nom en Afrique pour redonner un peu cette fierté, que ce soit plus une honte, mais une fierté, ce voyage extraordinaire. Car l'expédition a lieu près de 2 siècles avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Au fil de l'histoire apparaissent aussi des indices de la présence d'Africains en Amérique bien avant l'esclavagisme. Des indices souvent ignorés au sein du monde scientifique. La traversée de Christophe Colomb, c'est une date historique, il y a avant, il y a après. Si on remet ça en question, on remet beaucoup de choses en question, de la fierté de l'Européen. On a quand même une responsabilité par rapport à l'Afrique de montrer que ce continent a une véritable histoire, a une véritable science, une véritable culture, qu'elle existe et qu'elle est présente. Présenté au Festival du film panafricain de Los Angeles, le film a ému la communauté afro-américaine. Je souhaite que cette histoire ne soit plus oubliée. Mais nous l'avons vu. Notre histoire africaine a un écho aujourd'hui. Le film offre aussi son ultime rôle sur grand écran à Michael Lonsdale, un acteur de légende pour incarner un Christophe Colomb bien mystérieux au crépuscule de sa vie. Fin de cette édition. L'actualité du continent africain, c'est aussi sur france24.com et nos réseaux sociaux, d'autres infos internationales. Tout de suite, je vous dis à très vite pour un nouveau journal de l'Afrique.